Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle édition et voici le sommaire. Elle est fan de l'équipe de foot de la Principauté. Elle est la marraine de la promotion 2020-2023 de l'Institut de formation en soins infirmiers. Mais c'est surtout une grande navigatrice. Elle a participé au dernier Vendée Globe. Alexia Barrier nous racontera tout cela dans quelques instants. Nous ouvrirons une page culture avec la prochaine vente aux enchères de César l'Empereur à César l'Artiste. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo propose des sculptures de l'Antiquité à nos jours. Nous vous présenterons également le travail de l'artiste peintre Caroline Chaland-Belval, tournée vers les dramaturgies modernes, dont l'architecture telle que la Principauté. Gunther Pauli, le gourou du développement durable, était de passage en Principauté. Il nous donnera quelques conseils pour adopter de bonnes habitudes plus vertes. Et enfin, nous reviendrons sur le Grand Prix de Monaco historique qui s'est déroulé ce week-end avec le local de l'étape Frédéric Lajoux. Il était en compétition ce dimanche, une participation en hommage au jeune pilote qu'il a bien connu, Antoine Hubert, décédé en 2019 à Spa-Francorchamps lors d'un accident en Formule 2. Un pilote de 22 ans qui avait l'avenir devant lui. Mais avant cela, débutons avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir. Vous allez nous faire le point sur les chiffres du dépistage de la semaine dernière. Bonsoir Fabien. 3755 tests PCR et antigéniques ont été réalisés en Principauté la semaine dernière. Parmi ces tests, 2,18% se sont révélés positifs, un chiffre en baisse. Le taux d'incidence s'élève à 86,05. Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de personnes positives sur les 7 derniers jours, ramené sur une base de 100 000 individus. Un chiffre qui permet d'estimer la part des personnes contaminées, tout simplement. Le ministre d'État a effectué une visite dans les locaux de Bettina ce matin. Bettina, spécialisée à l'origine dans la confection de mailles haute couture, a su s'adapter l'an passé, dès le début de la crise, en proposant des masques en tissu personnalisables qui ont connu un succès bien au-delà des frontières monégasques. Le ministre d'État Pierre Dartout a justement effectué une visite des locaux de la marque aux côtés du directeur Philippe Prudhomme. Merci Alexandra, on se retrouve dans quelques instants. Elle a effectué un tour du monde à la voile en solitaire il y a quelques mois à l'occasion du Vendée Globe que l'on a suivi régulièrement sur notre antenne. Alexia Barrier, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de mer, d'océan, de voile ou encore de tour du monde, un mot sur l'objectif de votre visite à l'Institut de formation en soins infirmiers, l'IFSI. Vous êtes la marraine de la promotion 2020-2023, c'est bien ça ? Oui, exactement. C'est un immense honneur pour moi que d'être la marraine de cette promotion. On m'a fait cette demande alors que j'étais encore en course sur le Vendée Globe et j'étais assez surprise et à la fois vraiment honorée, comme je vous l'ai dit. Je trouve que c'est vraiment une formation de qualité ici à Monaco. Les élèves que je viens de rencontrer sont pleins d'énergie, ont l'air très motivés et du coup ça m'a fait encore plus plaisir de pouvoir les rencontrer en vrai dans ce contexte un peu particulier que l'on vit avec ce Covid. Et oui, c'était important pour vous d'accepter cette proposition, même si vous étiez sur votre bateau à ce moment-là ? Oui, c'était important pour moi d'accepter cette proposition parce qu'avec mon association Forma et Planète, depuis 10 ans, je travaille pour des challenges, pour l'éducation et donc la formation des infirmiers, les formations des personnels médicaux. Ça peut évidemment rentrer dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire partager des valeurs communes de dépassement de soi, de courage, de travail en équipe. Ce que je leur ai dit, c'est que parfois ils peuvent se sentir seuls dans leur métier face à des difficultés ou à des maladies ou à des patients. Nous, on est seuls sur nos bateaux, mais finalement, c'est aussi une histoire d'équipe et d'équipage. Et là, ils ont un très bel équipage au centre hospitalier Princesse Grace en formation. Ils travaillent tous ensemble voilà, pendant 3 ans. Donc, c'est cette cohésion, cette bienveillance et le fait de pouvoir travailler en équipe que je voulais mettre en avant aujourd'hui en les rencontrant. Alexia Barrier, vous êtes née à Paris, mais vous avez vécu à Nice depuis très longtemps, depuis l'âge de 3 ans. C'est sur la Méditerranée que vous avez fait vos armes en matière de navigation ? J'ai démarré la voile à l'âge de 3 ans entre Antibes et Monaco. Je ne suis pas niçoise, je suis méditerranéenne parce que j'ai habité un peu partout sur la côte méditerranéenne et j'ai ma société depuis plus de 10 ans à Monaco. Ma première tentative de tour du monde, c'était au départ de Monaco il y a 10 ans. La première fois où je me suis dit que j'étais capable d'être skipper du Vendée Globe, c'était ici.
avec le soutien de son Altesse Sérénissime le Prince du Yacht Club de Monaco et de l'Institut océanographique. Et ça m'a ouvert un champ des possibles absolument fabuleux. Et aussi, donc je suis une compétitrice, mais aussi des challenges environnementaux que l'on peut relever en même temps dans sa carrière de sportif. Je voudrais que l'on revienne sur cette fabuleuse aventure, le Vendée Globe, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Un mot sur vos conditions de course, parce que vous êtes parti avec le Pingouin, le plus vieux bateau de la flotte. Il date de 1998. Il a parcouru 5 Vendée Globe, 7 tours du monde à son actif. Hein. C'est particulier de naviguer avec ce bateau. Oui, exactement. C'était d'ailleurs son dernier tour du monde parce que maintenant il est déclassé pour les Vendée Globe. Partir avec le plus vieux bateau, c'était aussi un challenge en soi, mais je savais que c'était un bateau costaud, qu'il connaissait la route beaucoup mieux que moi parce que c'était mon premier tour du monde et qu'il m'emmènerait au bout de l'aventure. Et donc le contrat a été rempli en 111 jours, 17 heures et 3 minutes. Je suis donc 24e de ce Vendée Globe et 10e femme à l'avoir accompli depuis l'histoire de cette course et première femme méditerranéenne à l'avoir jamais tenté. Donc c'est une grande fierté, même avec un vieux bateau. Quels ont été les moments mémorables pour vous, pour votre premier Vendée Globe ? Le Vendée Globe, le moment le plus difficile, c'est d'arriver sur la ligne de départ. Parce que c'est un challenge qui se construit sur plusieurs années, où on emmène des partenaires, une équipe, où il faut préparer un bateau. Et ça, c'est déjà un challenge en soi. Et ensuite, pendant la course, si je vous dis c'est que du plaisir, je vais vous mentir. Parce que c'est quand même la course la plus extrême au monde. Mais c'est une aventure pendant laquelle j'ai pu vivre pendant 111 jours sans voir un seul être humain et sans voir la Terre, seulement une fois au Cap Horn. Donc ça veut dire que j'ai vécu avec la vie sauvage pendant plus de 3 mois. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Vous êtes fait des frayeurs, des grosses frayeurs ? J'ai eu quelques frayeurs, oui, notamment le jour de Noël. Mon mât s'est plié en deux et j'ai cru que j'allais démater et que la course était terminée pour moi. Et finalement, ce mât s'est plié comme une canne à pêche et est revenu droit et j'ai pu poursuivre mon chemin. Ça, c'était un moment difficile parce que j'avais jamais envisagé de devoir abandonner cette course. Et là, juste pendant quelques secondes, je l'ai imaginé, c'était terrible. Comment avez-vous vécu cette arrivée ? On l'a vu notamment avec mon ami Boris, que tout peut arriver. Tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée, il peut encore nous arriver des problèmes. Et du coup, j'étais hyper concentrée. Et au moment où je l'ai passé, je peux vous dire que c'était une vraie délivrance, une grande fierté pour moi, mais aussi pour mon équipe et ma famille, parce que je les ai embarqués dans l'aventure depuis des années. Ils ont tenu bon dans les tempêtes et dans les coups de vent, et à terre comme en mer. On a été soudés et finalement... J'étais en solitaire sur mon bateau, mais c'est une vraie équipe qui m'a suivi et qui a passé cette ligne avec moi. Et vous y êtes arrivé en équipe. On parle football. J'ai appris que vous étiez une vraie fan de l'ASM, c'est vrai ? Bah oui, c'est vrai, carrément fan de l'ASM. Vous êtes gâtés là cette année, alors, parce que Monaco dans les 3 premiers du championnat de France, et c'est pas fini. Demi-finaliste de la Coupe de France, et c'est pas fini. C'est pas mal, non ? Qu'est-ce que ça vous inspire cette saison ? Une victoire très prochaine. Je suis pas Madame Soleil, mais je la vois comme ça à la fin de saison. Avec une première place pour Monaco. En tout cas, je suis à fond derrière eux. Si le fait d'avoir porté le maillot sur le Vendée Globe, ça peut leur porter chance, je réitérerai cette expérience sur mes prochaines courses en transatlantique à la fin de l'année. Alexia Barrier, donc marraine de l'IFSI 2020-2023. Merci. Merci infiniment. On ouvre une page culture. Un événement se tiendra ce jeudi au Yacht Club de Monaco, justement, organisé par l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo. Cette vente proposera des pièces d'exception de l'Antiquité à nos jours. 70 œuvres d'art seront mises aux enchères, dont une pièce maîtresse, le célèbre Centaure de César. Nous retrouvons Christina Thomel sur place. Oui, il s'agit d'une œuvre majeure du sculpteur, une pièce unique commandée par l'industriel Michel Pastor à son ami César. Alors elle mesure 2,30 mètres, elle est entièrement en marbre. Je vous propose de retrouver tout de suite le président de l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, Franck Baille. César a beaucoup produit, mais très peu en marbre. Et c'est une œuvre quasiment unique en marbre. Bon, d'abord par sa taille est exceptionnelle. Son poids. On a du vent là, elle ne s'envolera pas là, 1,5 tonnes. Bon. C'est une œuvre qui a été conçue dans le même temps qu'un bronze qui a été exposé et installé sur une place à Paris, la place Michel Debré. Donc son caractère unique évidemment en fait une pièce rare et certainement convoitée. Alors elle a été estimée à quel prix ?
Alors elle est estimée entre 800 000 et 1,2 million. C'est une estimation raisonnable, il fallait inventer un prix en fait, hein, parce que la rareté, le fait qu'elle soit unique, nous a empêché d'avoir des valeurs de référence. Une pièce exceptionnelle, mais qui va être au milieu d'autres pièces avec tout autant de valeurs. Parlez-nous de ces autres pièces. On nous a confié un certain nombre de pièces d'archéologie, de collections anglaises notamment, et un buste de César, ce qui est pas courant. Dans une pierre une pierre grise, hein, très rare aussi hein, dans sa matière. Et ça nous a donné l'idée effectivement de faire ce parallèle et puis d'avancer dans ce parallèle avec d'autres époques et de partir de l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge avec des pièces importantes aussi qui viennent d'une collection parisienne jusqu'au 19e siècle et jusqu'évidemment à l'art moderne. Il y aura des pièces inédites de Folon également. C'est un artiste évidemment qui nous est cher aussi, il n'était pas loin de nous sur le port hein, où nous avons notre salle des ventes. Un collectionneur belge nous a confié 2 pièces de Folon dont un centaure, donc vous voyez encore un clin d'œil qui se rapproche de notre centaure de César. Ils étaient tous les deux d'ailleurs très amis. Vous l'aurez donc compris, des pièces exceptionnelles que vous pourrez retrouver dans une vente aux enchères qui se tiendra ce jeudi à 17 h au Yacht Club de Monaco. Découvre à présent un atelier qui ouvre ses portes de manière intimiste, sur réservation. L'artiste peintre Caroline Chaland-Belval va vous faire pénétrer dans son univers, tourné vers des villes en pleine mutation, telles que la Principauté. Reportage de Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Caroline Chaland-Belval est une artiste tournée vers l'architecture et les mondes souterrains. Sa démarche consiste à saisir les dramaturgies modernes dans des lieux de transformation tels que la Principauté. J'ai commencé un travail sur l'expansion en mer, voilà les chantiers de l'Anse du Portier. Et voilà, qui va se poursuivre, qui est pour l'instant voilà, juste démarré, parce que c'est un chantier complexe. Et puis j'ai travaillé sur les transformations de la ville avec le Grand Prix. Monaco aussi m'intéresse parce que pour son dynamisme, pour le fait qu'elle a une spatialisation à la fois verticale et une extension sur la mer, une accroche à la mer, par la recherche et par la construction innovante. C'est une approche poétique. L'artiste puise également son inspiration grâce à sa connexion avec le peintre Francis Bacon. Ce dernier représente véritablement son point d'ancrage à Monaco. Francis Bacon est arrivé ici à Monaco grâce à la vente d'une toile de bœuf écorché. Ça a été le démarrage, c'est ce qui lui a permis de démarrer ici à Monaco. Et moi, je démarre ici aussi avec, dans l'atelier des bœufs écorchés et le taureau d'Hercule. J'ai repris certaines de ses compositions dans mes peintures. Vous pouvez dès à présent réserver une visite privée jusqu'à vendredi prochain à l'atelier du quai Antoine Ier. Pour tout renseignement, il vous suffit de contacter la direction des affaires culturelles. Revenons sur l'événement du week-end, le Grand Prix historique. On va le voir avec notre invité, mais je pense que ça a été une éclaircie pour la Principauté dans une période morose. Le retour du sport automobile sur ce mythique circuit. Avec nous ce soir, Frédéric Lajoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un passionné et pilote depuis 1987. Vous êtes le local de l'étape, j'ai envie de dire. Et vous avez à nouveau participé ce week-end au 12e Grand Prix de Monaco historique. Comment l'avez-vous vécu cette édition ? Déjà avec un grand soulagement parce que en préambule, je voudrais vraiment féliciter l'exploit qu'a réussi l'ACM avec le soutien de notre souverain. Organiser en plus 3 Grands Prix cette année suite à l'annulation de l'année dernière, c'est un vrai exploit. Maintenir le Grand Prix historique malgré pas mal de défections parmi les concurrents, notamment les Anglais, étrangers, oui. Qui avaient eu du mal à se déplacer. Beaucoup d'organisateurs auraient sans doute jeté l'éponge, l'ACM ne l'a pas fait et c'est vraiment quelque chose à souligner. Donc beaucoup de soulagement d'avoir pu être présent en piste. Et en plus, vous étiez en compétition dans la catégorie G, ce sont des voitures donc de F1 de 77 à 80. Vous avez terminé à la 7e place sur 18 concurrents au début du week-end. C'est une meilleure performance que lors de la 11e édition hein, pour vous. Oui, la 11e, c'était relativement mal passé. Oui. Je n'avais même pas pris le départ puisque en fait, j'avais eu un accrochage pendant les qualifications. Mais bon, après ça, c'est de la vieille histoire, il faut regarder devant. Et puis avec ma nouvelle équipe qui s'appelle l'équipe du Phénix, il était normal que je renaisse de mes cendres. Je viens de le dire, vous êtes le local de l'étape. Qu'est-ce que vous inspire ce circuit, ce mythique circuit du Grand Prix de Monaco ?
Alors d'abord c'est le circuit qui m'a fait aimer la course automobile, puisque tout petit j'étais dans les paddocks et je glanais l'autographe et l'autocollant dans les équipes et avec les pilotes de l'époque. Donc c'est vrai que c'est tout un pan de mon adolescence et de mon enfance. Après, techniquement, c'est un circuit qui est fantastique. La particularité, c'est qu'on y vit toute l'année, on y circule toute l'année, mais la configuration sans voiture stationnée, piste fermée, ça n'a absolument rien à voir. Et dans une Formule 1, quand on est à fond de 5 en haut du beau rivage, le beau rivage en scooter tous les jours, c'est une ligne droite. Et avec la F1, je peux vous garantir que les virages, on voit qu'ils sont bien là. Cette année, c'était assez particulier pour vous. C'était en hommage au jeune pilote Antoine Hubert qui s'est tué à Spa-Francorchamps en 2019 en F2. Pourquoi vous vouliez lui rendre hommage? Vous aviez un lien avec lui, je crois. Hein. Oui, un lien familial puisqu'il partageait la vie de ma fille. Et oui, je voulais. Enfin, c'est une façon aussi de lui rendre hommage en montrant que malgré tout ce qui peut se passer dans une vie, la dette que l'on a avec ceux qui nous quittent, c'est de continuer à être ce que nous sommes et ce pourquoi ils nous ont aimés. On en a beaucoup parlé d'Antoine Hubert. C'était un pilote brillant. Comment était-il? Humainement, c'était quelqu'un de fantastique, c'était quelqu'un d'extrêmement travailleur, un talent inné. Il était à la tête de la relève française. Aujourd'hui, il serait sans doute aux portes de la Formule 1. En tout cas, il serait devenu pilote professionnel et brillant pilote professionnel, ça c'est indéniable. Mais c'était surtout une très très belle personne. Et Monaco, c'est un circuit qu'il appréciait puisqu'il a remporté en 2019 le dernier Grand Prix en F2. Absolument, aujourd'hui c'est le dernier vainqueur en date du Grand Prix F2 à Monaco et il avait récidivé au Grand Prix de France. Donc et je roulerai également avec ma F1 au Grand Prix de France de manière à rouler dans les traces de ces deux dernières victoires sur les deux circuits qui l'ont vu briller. On revient, si vous le voulez bien, sur le circuit de Monaco. Qu'est-ce que représente pour vous le retour des courses à Monaco après les annulations de l'année dernière suite à la crise sanitaire? Avant tout, le Grand Prix de Monaco, c'est le Grand Prix de l'année. C'est le Grand Prix le plus en vue de tout le championnat du monde. C'est la mise en lumière de la principauté. Aujourd'hui, hormis notre souverain, il n'y a que le Grand Prix qui montre la principauté dans le monde entier comme elle l'est vue. Frédéric Lajoux, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir. Sans transition, la suite de l'actualité en bref avec vous, Alexandra Pagny, et une initiative solidaire. Vous connaissez sûrement l'opération Océano pour tous, Fabien. Cette année, le musée océanographique et la Fondation Princesse Charlène proposent de dédier cette initiative aux enfants de la vallée de la Roya. Après une journée d'activité au musée, les élèves travailleront sur un projet journalistique dans le but de relayer un message en faveur de la préservation des écosystèmes marins et de leur biodiversité. Un moment de partage et de découverte qui pourrait être étendu aux enfants des vallées de la Vésubie et de la Tinée. Un appel aux dons pour soutenir cette initiative a donc été lancé. Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur le site oceano.org. Vous allez nous parler d'une application pour faciliter le covoiturage en principauté. L'objectif, Fabien, du covoiturage est bien entendu de réduire le flux de véhicules entrants en principauté, mais il a également pour ambition de réduire l'impact sur l'environnement du trafic. Le but est de réduire de 20% le trafic automobile à Monaco d'ici 2030. Ce matin a été signé un partenariat entre la mairie de Monaco, la mission pour la transition énergétique et l'application de covoiturage courte distance Klaxit. La mairie rejoint les 25 autres établissements et entités déjà utilisateurs en principauté de l'application. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet klaxit.com. On reste dans le domaine du développement durable, Alexandra. On l'appelle le Steve Jobs du développement durable. Gunther Pauli était de passage en principauté. Il est venu présenter les clés de son futur projet. Le promoteur de l'économie bleue nous présente l'une de ses initiatives qui représente bien sa manière de penser et d'agir et qui permet de proposer un nouveau mode de fonctionnement et de consommation. On l'écoute. Un exemple concret, c'est l'amine. On a besoin des phosphates.
Les phosphates, sans phosphate, on n'a pas l'agriculture moderne. Mais quand même, quand vous faites l'extraction des phosphates, vous creusez la terre et vous avez pas seulement les phosphates, vous avez aussi ce qu'on appelle le stérile. Et le stérile cause quand même pas mal de poussière. Eh bien, cette poussière, on le capture et on le mélange avec des polymères, 80% poussière de pierre, 20% polymère, biodégradable ou non. On les mélange et on fait du papier. On produit du papier pierre, qui est la moitié du prix du papier, qui est fabriqué sans couper un arbre, sans usage d'eau, et qui est recyclable pour toujours. Ça nous a pris 17 ans d'avoir les machines mises au point qui nous permettent de fabriquer 240 000 tonnes par an, par machine. Alors 17 ans, qui a cette patience? Nous avons cette patience, parce qu'on sait très bien que le papier sans eau, sans couper un arbre, à la moitié du prix, sera un succès. Pour en savoir plus sur ces initiatives, je vous invite à consulter le site de sa fondation zeri.org. L'art comme thérapie pour l'unité de psychiatrie et de psychologie médicale. L'association de bienfaisance Eugenio Benedetti Gallio a souhaité renouveler son soutien à l'UPPM La Roseraie, située dans le quartier de Fontvieille. Un soutien qui permettra de financer des ateliers d'art-thérapie, une pratique qui constitue un accompagnement pour les personnes en difficulté psychologique lorsqu'elles sont mises en position de création artistique. Un atelier complémentaire sera mis en place également dans les locaux du service de psychiatrie du CHPG prochainement. Et avant de vous quitter, Alexandra, quelles sont les prévisions météo pour mercredi? Un temps encore bien maussade pour la journée de mercredi et vous l'aurez compris, ce sera le cas pour l'ensemble de la semaine. Un ciel couvert et des températures comprises entre 11 et 16 degrés. Nous fêterons en ce 28 avril les Valéries. De la grisaille et du vent, voici en gros ce qui nous attend. Et au sein de la rédaction, nous avons décidé que ce serait le thème de nos photos du jour prises par Michael Alesi. Une semaine maussade au printemps. Mais comme on le dit, après la pluie, le beau temps. Ce journal est terminé, il est temps de se quitter. Mais pas de panique, on va se retrouver très bientôt, dès mercredi 19h. Merci de votre fidélité, au revoir et portez-vous bien.